Salut à tous, dans cette vidéo on va voir les différentes méthodes à notre disposition pour créer des stratégies exploitantes contre nos adversaires et explorer les limitations de chacune de ces méthodes. On entend très souvent parler d'exploits au poker, mais les méthodes conduisant à ces exploits sont bien souvent floues dans le meilleur des cas, mal comprises, voire complètement à côté de la plaque dans le pire des cas. On va donc se pencher plus en détail sur le sujet afin d'essayer d'y voir un peu plus clair. Avant de commencer, j'aimerais vous prévenir, le sujet est assez complexe, je vais donc essayer de garder les choses aussi simples que possible, mais il va falloir connecter les neurones et être attentif si vous n'êtes pas habitué de ce genre de discussion, car ça peut ne pas être évident pour tout le monde au début. Tout d'abord, on va rapidement définir ce qu'est une stratégie exploitante. Une stratégie exploitante au poker, c'est une façon de jouer qui vise à tirer parti des déviations adverses. Autrement dit, c'est une stratégie qui va profiter des erreurs de notre adversaire et s'ajuster pour gagner. Cette stratégie consiste donc à s'adapter aux erreurs adverses et à jouer en conséquence afin de maximiser les profits, quitte à ce que cela rende notre propre jeu vulnérable à son tour en théorie. Partant de là, une première question se pose à nous. Comment savoir si notre adversaire fait des erreurs? À moins que l'adversaire ne fasse une erreur particulièrement grossière qui sera immédiatement repérable, il nous faudra généralement des données sur l'adversaire en question ou sur la population générale si on n'a pas de données précises sur l'adversaire pour analyser quelles sont ses erreurs. Pour ça, on aura besoin de stats sur l'adversaire qu'on pourra obtenir in-game via le HUD de notre tracker ou d'une base de données suffisamment large pour pouvoir analyser la population en question hors des tables. Maintenant qu'on a les données nécessaires à l'analyse, comment est-ce qu'on va les utiliser pour générer des stratégies exploitantes? C'est là que les choses se corsent. Tout d'abord, il faut pouvoir repérer les déviations, et si je vous demande comment faire pour repérer les déviations, il est très fort probable que la grande majorité d'entre vous me répondent directement, eh bien on prend les valeurs GTO, on les compare avec les valeurs de la population, et les différences entre ces valeurs nous indiquent où est-ce que la population dévie de la théorie. Très bien, si vous avez répondu ça directement, vous êtes parfaitement matrixé par la communication full GTO actuelle. Mais vous avez raison en soi, car c'est une des manières de faire. Mais du coup, est-ce que cela sous-entend que le jeu exploitant est apparu en même temps que les solvers? Est-ce qu'avant l'ère des solvers, il n'y avait aucun moyen d'exploiter ses adversaires ou de trouver des déviations exploitantes? Vous vous doutez bien que les joueurs n'ont pas attendu le solver pour tenter d'exploiter leurs adversaires. Donc comment pouvait-on déterminer les erreurs de nos adversaires sans savoir quelle était la stratégie optimale? Eh bien, on utilisait les mathématiques. Et ne vous me prenez pas, ce n'est pas parce que j'ai dit on utilisait les mathématiques, donc avec une phrase au passé, que ce n'est plus d'actualité et que la méthode est révolue, bien au contraire. Cette méthode est encore bien d'actualité et elle est d'ailleurs extrêmement utile et bien meilleure que l'analyse GTO dans certaines situations qu'on verra plus tard. Enfin, il y a aussi la modélisation de V qui consiste à calculer le V de chaque line en fonction des fréquences données de la pop. Il existe donc plusieurs méthodes pour générer des lines exploitantes avec chacune ses points forts et ses points faibles. Il s'agira donc de bien comprendre chacune de ces méthodes afin d'en tirer le meilleur parti et d'utiliser la bonne méthode dans la bonne situation. On va maintenant explorer plus en détail chacune de ces méthodes en commençant par la méthode mathématique simple. La méthode mathématique simple, qui est la méthode que j'utilise probablement le plus, se base principalement sur les calculs des seuils de break-even, en français, les seuils d'autoprofit. Cette méthode assez simple consiste à calculer les seuils d'autoprofit avec un calcul de cote pour savoir si l'adversaire fold plus que le seuil d'autoprofit, nous permettant par la même occasion de générer directement des profits en attaquant ce spot en bluff. Pour faire simple, si je mise sur la river avec un sizing de 100% pot, j'investis 100 pour gagner 200, les 100 que j'ai misés plus les 100 du pot. Donc si l'adversaire fold plus de 50% du temps, je peux bluff any to card profitablement car je génère directement du profit. Cette méthode s'applique aussi pour les calls. Lorsque l'adversaire mise 100% du pot sur la river, je dois pouvoir gagner le coup plus de 33% du temps pour rendre le call profitable. Donc si l'adversaire bluffe plus de 33% du temps dans cette situation, je dois call 100% de mes bluff catchers, car le call génère du profit. Et inversement, si vilain bluffe moins de 33% du temps,
alors je dois fold 100% de mes bluff catchers. C'est aussi simple que ça. Rien de bien compliqué dans cette méthode, c'est d'ailleurs un de ses gros points forts. Car même si elle ne prouve pas que les plays soient parfaits ou GTO, elle prouve tout de même de manière extrêmement simple que le play génère du profit. Et on reviendra là-dessus juste après. Donc pour un spot river par exemple, où j'ai l'occasion de bluffer, si les données que j'ai sur l'adversaire me permettent de déterminer qu'il fold trop dans cette situation, je vais l'exploiter en misant 100% de mes bluffs. Si inversement il ne fold pas assez, je vais l'exploiter en ne bluffant pas du tout. Donc ça, c'est pour la méthode mathématique simple. La méthode basée sur l'approche GTO consiste, elle, comme je le disais plus tôt, à comparer les données des adversaires avec les valeurs GTO du même spot et de voir quelles sont les déviations des adversaires comparées à la théorie. Pour vous donner un exemple, on va regarder dans un spot donné la fréquence de fold théorique optimale. On va comparer cette fréquence avec la fréquence de fold de l'adversaire dans le même spot. Si l'adversaire fold plus que la théorie, alors on va probablement pouvoir l'exploiter en jouant plus agressivement. S'il fold moins, alors on devrait probablement opter pour une stratégie plus orientée value. Une chose qu'il est important de noter, et ce peu importe la méthode, c'est qu'il sera toujours plus facile d'exploiter quelqu'un qui fold trop que quelqu'un qui ne fold pas assez. En tout cas sur les streets précédant la river. Pour la simple et bonne raison que lorsque l'adversaire fold, le coup s'arrête. On gagne le pot et basta. Tandis que quand l'adversaire colle, on va encore devoir manœuvrer sur les streets suivantes pour pouvoir remporter le pot et potentiellement s'exposer à des erreurs. Pour trouver le play parfait, certains petits malins ont alors recours au node locking. Alors le node locking, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait de prendre une solution GTO, de modifier la range adverse à un certain point, ou celle de héros selon ce qu'on cherche à accomplir, de la bloquer et de relancer le solver afin de trouver le play optimal face à cette nouvelle range que l'on vient de rentrer dans le solver. Pour reprendre l'exemple précédent, imaginons que dans un spot précis, la théorie fold 25% du temps, mais en pratique on s'aperçoit que vilain lui fold 30% du temps dans cette même situation. On décide alors de modifier la range adverse dans le solver et de lui mettre une fréquence de fold de 30%. Et grâce à ça, générer une solution optimale face à la range de vilain. C'est génial, non? Eh bien oui et non, car en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça et malheureusement le poker ne fonctionne pas du tout de cette manière, mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Enfin, il y a la troisième méthode, un peu à la croisée des deux autres méthodes, qui est cependant extrêmement peu utilisée et qui commence à devenir très complexe. C'est une méthode excellente, probablement la meilleure des trois, mais qui demande énormément de travail, de données et qui possède aussi ses propres limitations. J'appelle cette méthode la modélisation de V car elle consiste à modéliser des arbres et comparer le V des différentes lines grâce aux données de la population. Alors en soi, on n'est pas nécessairement obligé de créer des arbres de possibilités, on peut aussi le faire avec des calculs mathématiques de V, mais cela peut rapidement devenir très complexe. L'idée ici, c'est de créer des arbres qui vont modéliser les différentes lines et de rentrer les valeurs de la population pour ces différentes lines. Admettons que l'on veuille comparer le V de la line de stop and go pour un certain type de main, disons mid-pair, avec la line de call versus delay turn flop, donc les fois où on ne fait pas de stop and go et qu'on préfère potentiellement laisser bluffer l'adversaire pour call lorsqu'on est agresseur OOP, après que la turn ait été check-check. Pour ça, il va falloir qu'on calcule le V de la line stop and go avec plusieurs modèles de sizing possibles. Lorsqu'on mise, peu importe le sizing, vilain aura trois possibilités. Soit il call, soit il fold, soit il raise. S'il raise, on part du principe qu'on va fold 100% du temps avec notre mid-pair, car sinon les calculs pourront vite devenir hors de contrôle ou manquer d'occurrence. S'il fold, on gagne 100% du pot. Et lorsqu'il colle, il va gagner à l'abattage à une certaine fréquence, mais aussi perdre à une certaine fréquence. En prenant en compte tous ces facteurs, on va pouvoir générer le V des différents sizings. Il faut maintenant faire la même chose pour la line de call versus delay turn flop bet de vilain. Donc quand on check, vilain peut check back,
ou bet. S'il check back, on va remporter le pot à une certaine fréquence, la fréquence de notre showdown value. S'il mise et qu'on colle, on va parfois gagner et parfois perdre. Encore une fois, en prenant en compte les fréquences et les valeurs de showdown value en fonction du sizing utilisé par vilain, on devrait être en mesure de calculer le lever du call. Bien sûr, on pourrait aussi raise en bluff, mais du coup, on rentrerait dans une autre line qu'il faudrait en théorie aussi calculer, mais ça peut vite rendre le travail très fastidieux. Reste ensuite à comparer les EV de chaque line et déterminer quelle est la meilleure. Seul petit souci, c'est qu'on est 100% en mesure de déterminer notre propre sizing lorsqu'on bet sur la river, mais en revanche, lorsque vilain bet, on ne peut pas savoir à l'avance quel sizing il va utiliser. On devra donc utiliser une projection en fonction des fréquences d'utilisation des différents sizings et générer une EV moyenne en fonction de ça. Mais on ne pourra pas être précis à 100%. Et c'est là une des faiblesses de la méthode, hormis le fait qu'elle est aussi très complexe. Ok, maintenant qu'on a vu rapidement les méthodes, j'aimerais mettre en lumière les limitations de chacune de ces méthodes en vous donnant un exemple assez simple qui illustre plutôt bien le fonctionnement des deux premières méthodes, l'analyse mathématique et l'analyse GTO. Pour ça, on va prendre la situation suivante. Bouton open et big blind call. Sur le flop, bouton fait un c-bet à 33% du pot, qui sera le sizing majoritaire dans cette situation. Alors on pourrait potentiellement prendre un board spécifique, mais on va partir du principe qu'on prend les valeurs générales de l'aggregate report, dans la situation de BU versus big blind en single raise spot. Donc lorsque BU fait son c-bet à 33% pot, on voit que la fréquence moyenne de fold de big blind est d'environ 33,5% selon les modèles. Ce qui signifie que de manière GTO, face à un c-bet à 33% du pot, la big blind est censée folder 33,5% du temps, donc ça c'est pour la méthode GTO. Or, avec la méthode mathématique simple, on obtient un seuil de break-even de 25%, ce qui sous-entend que si big blind fold plus de 25% du temps, alors bouton génère un auto-profit et peut se permettre de bet any-two en bluff. Donc la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il est théoriquement correct pour la big blind de fold au-dessus du seuil d'auto-profit. Alors il y a plusieurs réponses à cela, mais c'est principalement dû au fait que parce que la big blind a investi une big blind automatiquement pré-flop, elle obtient un discount sur sa cote pour call, et qu'elle est dernière à parler. Si admettons on compare avec un open 3BB de UTG, toutes les autres positions vont devoir call 3BB, alors que small blind va devoir call seulement 2.5 et big blind seulement 2BB. La big blind se retrouve donc post-flop avec une range plus large, hors de position et avec un gros désavantage au niveau de la réalisation d'equity, ce qui signifie pour la big blind que si elle essaye de défendre suffisamment de sorte à empêcher bouton de faire un auto-profit, elle va devoir call des mains dont levée sera négative. C'est pourquoi il est correct de laisser l'adversaire générer un auto-profit dans cette situation. Maintenant, petite réflexion qui, je l'espère, vous permettra d'y voir un peu plus clair après ça. Donc, on a vu que le solver dit que si la big blind fold plus de 33,5% du temps face à un c-bet de 33% pot, elle est exploitable. Et que l'analyse mathématique, elle, dit que si la big blind fold plus de 25% du temps, alors elle est exploitable. Donc, que se passerait-il si on faisait face à un adversaire en big blind qui fold précisément entre ces deux seuils, disons 30%. Puisque la méthode GTO sous-entend que ce n'est pas exploitable, car l'adversaire fold moins de 33,5%, alors que la méthode mathématique, elle, sous-entend que ça l'est, puisqu'il fold plus de 25%. Du coup, est-ce que bouton exploite la big blind ou pas en misant R dans cette situation? Prenez quelques secondes pour y réfléchir et n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause s'il le faut, car la réponse n'est pas aussi simple qu'elle peut y paraître. La réponse c'est oui, on exploite toujours l'adversaire, car il fold plus que le seuil d'autoprofit, on est donc assuré de générer des profits avec nos bluffs. Cependant, il y a plusieurs points négatifs à cela. Si on se met à bet tous nos bluffs dans cette situation, alors on s'expose à de gros contre-exploits,
et on pourrait bien finir par être celui qui se fait exploiter alors qu'à la base on pensait être celui qui exploite. L'autre gros problème, c'est que faire du profit ne garantit pas que ce soit la line la plus EV+. Donc même si en soi bet génère du profit, peut-être que check, dans l'idée de reporter l'agression sur la street suivante, génère encore plus de profit avec certains bluffs. Donc même si le play est profitable, ça ne nous garantit pas que ce soit le meilleur play. Maintenant, prenons un exemple différent. Imaginons qu'on se retrouve dans le cas inverse, où le solver fold moins que le seuil de break-even. Par exemple, Big Blind Call versus un open de Small Blind. Le flop vient 2-2-2. Le sizing de ces bêtes le plus utilisé par Small Blind en théorie dans ce spot est de 75%. Du coup, le seuil de break-even est de 43% à peu près. Or, la fréquence de fold GTO pour la Big Blind dans ce spot, c'est 34,6%. Donc, même réflexion que tout à l'heure, si vilain fold plus que 34,6%, disons qu'il fold 40%, alors selon la théorie, il est exploitable. Mais d'après le seuil de break-even mathématique, Small Blind génère des profits en misant R seulement si Big Blind fold plus de 43% du temps, ce qui n'est pas le cas, puisqu'il fold 40%. Du coup, si Big Blind mise R dans cette situation, est-ce qu'il exploite la Big Blind? Encore une fois, prenez le temps d'y réfléchir, car même si cela semble être la même chose que tout à l'heure, ça n'est pas vraiment la même situation. Et la réponse ici, c'est pas forcément. Et c'est là tout le paradoxe de l'analyse GTO, en comparaison des données de la population. Car même si de manière théorique, les déviations sont potentiellement des erreurs, en réalité, elles ne le sont pas forcément. Dans cette situation, la Big Blind est censée fold 34,6% de manière théorique face à un C-bet, mais ça part déjà du principe que la Big Blind s'est retrouvée sur le flop avec une range parfaitement GTO. Autrement dit, que la Big Blind a défendu parfaitement pré-flop face à l'open de Small Blind, ce qui en pratique ne sera pas forcément le cas. Donc si la fréquence de défense de Big Blind face à un open de Small Blind pré-flop n'est pas la même que la range GTO, alors il y a déjà fort à parier que la stratégie complète soit différente. Donc une question qu'on est en droit de se poser lorsque Big Blind fold plus que la fréquence GTO, c'est est-ce qu'il fold trop parce qu'il défend mal sur le flop, ou est-ce qu'il fold trop parce qu'il est arrivé sur le flop avec une range beaucoup trop large, ce qui, in fine, rendrait sa fréquence de fold correcte du coup. Cela signifie que, même s'il est vrai qu'une déviation significative des valeurs GTO se traduit souvent par une possibilité d'exploit, ce n'est pas obligatoirement le cas. Pour vous donner un exemple extrême, si un adversaire ne joue que les as pré-flop, il devient tout à fait normal qu'il ait une fréquence de C-bet extrêmement élevée. Et ce n'est pas pour ça qu'on va pouvoir le raise plus souvent. Donc il faut faire très attention lorsqu'on compare les valeurs GTO à celles de la pop, parce que cela part du principe que la population est arrivée au point de comparaison avec une range parfaitement GTO, ce qui n'est probablement pas le cas. Tandis que l'analyse mathématique simple, elle, même si elle ne permet pas forcément de trouver la line EVMAX, elle garantit tout de même de générer du profit. Donc j'espère que ces exemples vous auront aidé à y voir plus clair. Je suis conscient que c'est assez complexe, donc on ne va pas rentrer plus dans les détails, mais c'est déjà bien de pouvoir comprendre les différences entre chaque méthode. Du coup, je vais maintenant vous faire un petit résumé de tout ça, en mettant en évidence les points forts et les points faibles de chaque méthode, et voir dans quelle situation il est plus pertinent d'utiliser l'une ou l'autre. Pour la méthode mathématique simple, son plus gros avantage, c'est qu'elle est extrêmement simple à comprendre et à utiliser. Ce n'est ni plus ni moins qu'un calcul de cote, donc pas besoin de logiciel complexe ou d'avoir fait Harvard pour calculer les seuils de break-even. Autre point extrêmement fort, c'est que cette méthode garantit de générer du profit, même si elle ne garantit pas que ce soit la line la plus profitable. Donc si votre adversaire fold au-dessus du seuil d'autoprofit et que vous décidez de bluff, cela ne garantit pas que ce soit la meilleure line, mais cela garantit déjà que le bluff est EV+. Du coup, un des points faibles de cette méthode, c'est qu'elle peut potentiellement nous faire prendre une line qui n'est pas optimale. Par exemple, si vilain fold trop face à un C-bet
et que je décide de miser en bluff parce qu'il fold trop, je vais générer du profit, mais il est possible que la line de Delay C-Bet soit meilleure, et donc qu'il aurait été profitable de check sur le flop. Au final, cette méthode est très bonne pour les situations sur la river et les bets all-in, car l'arbre s'arrête, ce qui rend le calcul de V assez simple, là où les calculs de V sur les streets précédant la river deviennent de plus en plus complexes au fur et à mesure qu'on remonte les streets. Donc sur la river, on devrait quasi exclusivement utiliser cette méthode. Et en réalité, même sur les streets précédentes, on peut l'utiliser sans problème dans une optique de simplification. Je vous recommande donc vraiment de favoriser cette méthode car elle est plus simple, plus claire et la perte de V associée est relativement faible. Maintenant voyons la méthode basée sur l'approche GTO. Le principal atout de la méthode GTO, c'est qu'elle oblige à travailler la théorie pour se rendre compte des déviations de la population, ce qui permet de se créer de bonnes connaissances et de mieux appréhender certains aspects du jeu. Elle permet aussi de se rendre compte à quel point la population ne joue pas GTO dans certaines situations. Mais cette méthode, bien que majoritairement utilisée, comporte de nombreux problèmes. Tout d'abord, il faut comprendre que pour travailler avec les données de la population, hormis d'avoir un nombre de mains juste immense, et quand je dis immense, je ne parle pas de quelques dizaines voire centaines de millions de mains, mais bien plus, on va devoir travailler avec des moyennes. Surtout pour les spots un peu moins communs ou sur les streets avancés. Et s'il y a une chose qui est très compliquée pour le solver, c'est d'avoir des valeurs moyennes pour les streets avancés. Donc en soi, on aura les valeurs moyennes pour les flops, ou même pour toutes les turns en fonction d'un certain flop, mais ça devient très difficile d'avoir les valeurs moyennes de toutes les turns possibles en fonction de tous les flops possibles, et ça devient extrêmement difficile d'avoir les valeurs moyennes de toutes les rivers possibles en fonction de toutes les turns possibles en fonction de tous les flops possibles, car on se heurte à un gros problème de puissance de calcul. Donc on se retrouve avec d'un côté des valeurs du solver très précises, il faut avoir telle fréquence sur tel river en fonction de tel turn en fonction de tel flop, et de l'autre des données très générales comme la pop fold X% en moyenne sur la river dans cette situation, tout board et tout sizing confondus. Car si on veut être plus précis, on n'aura pas suffisamment d'occurrences et ça ne sera plus de l'analyse de population par définition. Autre point négatif qu'on a mentionné dans l'exemple, c'est qu'une déviation des valeurs GTO ne signifie pas nécessairement qu'on a un exploit profitable. Ça démontrera tout au mieux qu'il y a une faiblesse potentiellement exploitable, mais il faut garder en tête que lorsqu'on compare un point aux valeurs GTO de ce point, on admet que la population a atteint ce point avec une range parfaitement GTO, ce qui, de manière réaliste, est assez peu probable. Du coup, en déduire des exploits basés sur des données obtenues face à une range GTO sur une range qui n'est pas GTO peut avoir l'effet inverse et nous rendre nous-mêmes exploitables alors qu'on pensait être celui qui exploite. Et enfin, l'idée de remédier à ce dernier point en se servant du node locking est totalement biaisée. Et je vais vous expliquer pourquoi, même si vous commencez à le savoir si vous avez regardé mes précédentes vidéos. Pour la plupart des joueurs, et même des coachs sur les différentes plateformes d'enseignement, si on node-lock une range, le solver va nous donner l'exploit max face à cette range, car après tout, c'est à ça que sert le node-locking. Eh bien, laissez-moi vous dire que c'est majoritairement faux. Le solver ne nous donne pas l'exploit max face à une range, mais l'exploit GTO face à cette range, ce qui n'est pas tout à fait pareil. En d'autres termes, le solver va donner un exploit tout en se protégeant lui-même de ne pas être contre-exploitable sur les points suivants. Donc en gros, aussitôt le point de décision passé, le solver rééquilibre sa range pour ne pas être exploitable à son tour. Là où une stratégie d'exploit max ne se souciera pas d'être exploitable et continuera à exploiter au point de décision suivant. Il y a aussi une grosse incohérence dans le node locking du fait que ça part du principe que l'adversaire a atteint un certain point en ayant joué parfaitement GTO jusqu'à ce point, qu'à ce point précis, il ne joue plus GTO, et que juste après ce point, il se remet à jouer parfaitement GTO, ce qui me semble tout de même pas très logique. Autre point qui n'est pas forcément de la faute du solver cette fois-ci, mais qui est tout de même intrinsèquement lié au fonctionnement même du solver, c'est que vous allez devoir rentrer des ranges précises pour node-lock, ce qui sous-entend que vous connaissez précisément la stratégie de votre adversaire, ce qui est majoritairement faux.
Ce que vous faites, c'est simplement des suppositions sur la stratégie adverse basées sur votre propre perception du jeu, ce qui ne reflète pas forcément la façon dont Villain pense. Alors vous allez me dire qu'il est possible de simplement rentrer une fréquence de fold par exemple, et le solver va automatiquement ajuster la range pour qu'elle ait cette fréquence de fold. Mais ça revient exactement au même. Comment le solver implémente cette fréquence? Et quel est le pourcentage de chance que cette stratégie match avec la stratégie adverse? Pour vous donner un exemple extrêmement simplifié, si dans ma range j'ai seulement As-As et Roi-Roi, et que je fold 50% du temps, quelle est ma range de fold? Est-ce que je fold 50% As-As et 50% Roi-Roi, ou 100% As-As et 0% Roi-Roi, ou encore 0% As-As et 100% Roi-Roi? Dans tous les cas, j'ai foldé 50% de ma range, mais la range qui en résulte n'est pas du tout la même. Donc vous voyez que simplement mettre une fréquence de fold dans un solver peut être extrêmement biaisé. Et enfin, dernier point, même si vous aviez la patience et le courage de node-lock chaque point de décision de tout l'arbre, sachant que pour du no-limit hold'em avec tous les sizing, il y a plus de points de décision que d'atomes dans l'univers observable, la stratégie que vous obtiendrez deviendrait si complexe qu'elle serait probablement impossible à implémenter dans votre jeu. Donc encore une fois, le node locking c'est bien pour comprendre les mécanismes et les leviers que génèrent les déséquilibres adverses, mais pas bon du tout pour générer des lines exploitantes en imitant la stratégie du solver telle qu'elle. Enfin, dernière méthode qu'on a vue, les modélisations de V. Je vais rapidement faire le point. Concrètement, c'est la méthode qui génère les meilleurs exploits. Ici, on parle complètement d'exploit max. On se fout totalement d'être déséquilibré puisqu'on va systématiquement prendre la line avec la meilleure EV. Les problèmes de cette méthode sont qu'elle est extrêmement complexe et qu'elle demande un temps fou car il va falloir rechercher les valeurs de fold, de call, etc. pour chaque line et pour chaque sizing de chaque line. Alors en soi, on peut se contenter de faire avec les valeurs générales, mais du coup, on perd en précision. Il y a donc un point d'équilibre à trouver afin d'être suffisamment précis sans toutefois pousser l'exploration trop loin au risque que cela devienne trop complexe. Autre chose, cette méthode s'ouvre à de gros déséquilibres qui pourront potentiellement se voir rapidement et faire changer la façon de jouer des adversaires, ce qui signifie qu'il faudra recommencer pour exploiter les nouveaux ajustements. Enfin, comme je le disais juste avant, il y a un degré de précision au-delà duquel on ne voudra pas aller, ce qui sous-entend que bien souvent, on ne pourra pas utiliser cette méthode pour comparer des lines sur des boards précis. On devra se contenter des valeurs générales, ce qui peut aboutir à des lines de max exploit général, mais qui ne seront plus des lines de max exploit sur certains boards en particulier. Donc en conclusion, chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients. Il n'y a donc pas une méthode meilleure que les autres, et ce n'est pas le but. Ce qui est important, c'est surtout de comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de chaque méthode, d'en être conscient et de pouvoir les utiliser correctement dans les bonnes situations. Concrètement, l'analyse mathématique simple est facile à comprendre et à utiliser. Elle devrait donc être votre approche principale, notamment sur les streets avancés comme la river ou les situations de all-in. La méthode GTO, plus complexe, elle, devrait plutôt être utilisée pour avoir des bases solides sur les fréquences d'action pré-flop et sur le flop, pour les différents boards. Enfin, la méthode de modélisation de V devrait être réservée seulement aux joueurs les plus avancés, dans l'optique de comparer certaines lines exploitantes entre elles afin de déterminer quelle est la meilleure. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'elle était un peu complexe, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout compris, c'est des concepts un peu avancés. Au pire, revisionnez la vidéo plusieurs fois. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser dans les commentaires ou à rejoindre le Discord de l'Académie Poker Black Belt via le lien en description. Encore une fois, pensez à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.